Eh bien, cher DG, voilà, 22 heures, tel le mur de Berlin, est tombé. Ce qui veut dire que notre édition du Deadline s'est terminée. Édition du Deadline que l'on pourrait qualifier de Champ, je te cède la parole. Quel mot te vient en tête pour ce Deadline? En dormant. Oui, c'était plutôt une année qu'on pourrait dire très tranquille. Malgré tout, on voulait quand même vous laisser un petit suspense concernant la fameuse transaction, la bombe qu'on a jugée qui est tombée aux alentours de 21h20 environ, Ouais. là, si ma mémoire elle est bonne. Donc, une transaction qui implique une équipe de l'Est et de l'Ouest que nous avions dit. Ces deux équipes, ce sont les Rangers de New York ainsi que l'Avalanche du Colorado. Oui, une transaction peut-être pas monstre, mais une des transactions les plus importantes, très certainement la transaction la plus importante de cette date limite des transactions. Les Rangers de New York envoient beaucoup d'espoir à l'Avalanche Colorado. Madison Bowey des Caps de Washington, qui a joué au championnat junior, un défenseur très fiable défensivement, qui pourrait quand même donner aussi une certaine portée offensive. Denis Gourianov également, qui est un joueur repêché 12e au total par les Dallas Stars. Il y a environ en 2015, si ma mémoire est bonne. C'est sa première année dans la Ligue américaine cette année. Il a fait 18 points en 34 matchs. C'est un attaquant. On va voir, mais c'est quand même un joueur qui est prometteur à la base. Nicolas Roy, qu'on a vu au championnat mondial cette année au Centre Bell. Nicolas Roy, c'est un marqueur né. Choix 4e monde des Hurricanes de Caroline. Maintenant, on va voir s'il va être capable de s'établir dans la Ligue nationale, mais il a toutes les aptitudes offensives pour le faire. Et on a également le défenseur Yoki Paka, qui joue pour les Flames de Calgary. C'est un défenseur qui est quand même, c'est tellement cliché, mais faire une bonne première passe. 25 ans, c'est un défenseur de profondeur, mais qui est quand même intéressant. Donc, c'est 4 joueurs de moins de 25 ans. Donc, on en a un de 25 ans et les 3 autres ont à peu près 20 ans, là, 19 ou 20 ans. Donc, c'est très, très, très jeune et ça cadre parfaitement avec la philosophie de l'Avalanche Colorado. Puis l'Avalanche du Colorado cède à son tour 2 joueurs et un choix de 4e ronde. Ces 2 joueurs, c'est Alexander Radulov ainsi que Thomas Hickey. Oui, alors Radulov, pas besoin de présentation. Tout le monde le va jouer RDS à peu près aux 2 jours. Donc, on a vu que son retour dans la Ligue nationale fait vraiment très, très, très bien. C'est un joueur qui a eu peut-être un tempérament qui était douteux par moment lorsqu'il était à Nashville. On se souvient de la fête qu'il a fait avec les Costines. Il a quitté, il est revenu. Il a quitté, il est revenu. Quand je l'ai quitté, je parle de la KHL, bien évidemment. On s'attend à le voir signer une entente à long terme avec le Canadien. C'est un joueur qui donne vraiment son 110%. Et comme dirait notre ami Race, Alexander Radulov, c'est le top. c'est le top. Donc, c'est un joueur, c'est un excellent joueur. Une trentaine, je pense, par cœur, 37 en 48 ou quelque chose comme ça dans la Ligue nationale. Donc, c'est un joueur qui peut faire entre 60 à 70 points par année encore. Il est dans la jeune trentaine. Même 30 ou 31 peut-être, là, ou 30-31. Peut-être qu'il a eu 31 ou ans. il aura 31 prochainement. Donc, on peut s'attendre à quand même des bonnes performances pour je dirais les 3 à 5 prochaines années, assurément. Par la suite, on verra. Mais bon, disons qu'on a quelque chose d'intéressant entre les mains. Et quand je dis intéressant, c'est très intéressant. C'est un joueur de premier trio d'impact. Et Thomas Hickey, qui est un joueur que tu as repêché à l'époque, Oui. Il y a déjà 10 ans. Au repêchage de 2007. Oui, Premier repêchage en direct. Un joueur qui a été repêché 4e au total, on le sait, à l'NH. On sait qu'il n'est pas devenu finalement, en guillemets, la valeur d'un 4e show au total, mais quand même un défenseur. Oui, je pense que même les Kings de Los Angeles, qui l'avaient repêché, avaient avoué qu'ils savaient qu'ils le repêchaient beaucoup plus tôt, mais ils voulaient vraiment mettre la main sur ce joueur-là. Un défenseur quand même très fiable, joue environ 2 minutes en désavantage numérique, capable d'un certain apport offensif également. Donc, c'est un 4e défenseur au mieux, mais je pense que ça peut être un 4e défenseur. Donc, c'est intéressant quand même pour les Rangers de New York, mais c'est vraiment Radulov qui est le gros morceau et de loin. Honnêtement, on a donné beaucoup. Je ne pense pas qu'on aurait pu obtenir plus pour Radulov, mais c'est correct ainsi. Il faut aussi le voir de cette manière-là. Sur les 4 jeunes que je vous ai nommés, Yoki Paka, je ne pense pas que ça va devenir c'est déjà un joueur entre guillemets de profondeur. Donc sur les 3 prochains, les probabilités que les 3 aient une meilleure valeur que Radulov combiné, c'est à peu près égal, je dirais. C'est-à-dire que là-dessus, on va sûrement en avoir un qui va flopper.
un qui va bien faire et un qui va faire moyen. Donc, honnêtement, c'est correct comme échange. Je pense que au niveau valeur, c'est respectable. Trop souvent, on évalue les jeunes joueurs comme étant trop forts comparativement à leur vrai potentiel. Il y a énormément de joueurs quand repêchés en première ronde qu'on se dit, eux, ce sont les fameux blue chippers, là, les safe bets, là, les joueurs qu'on se dit, au pire, il devient un joueur de troisième trio, mais ça, combien en a-t-on dans les rangs de la Ligue américaine? Les James Shepard, effectivement, de ce monde-là, qui finalement perceront jamais un alignement de façon régulière, du moins jamais sur un trio offensif. Il y a eu une seule autre transaction dans tout ce dernier segment, et ça inclut la Floride et Washington. Donc, Cham, je te laisse présenter cet échange qui, probablement qu'à l'année où Radulov a été repêché, ça aurait été un échange monstre. Toujours est-il que 12-13 ans plus tard, c'est un petit peu moins imposant. Effectivement. Bon, la Floride envoie Niklas Grossman, le défenseur défensif, et Eric Cole. Eric Cole, dans la catégorie, était-il vraiment encore dans la Money League, Eric Cole, effectivement. Un retour à Washington. Oui, contre Alex Tanguay et un choix de 5e tour au prochain encamp amateur. Donc voilà, on peut s'entendre que c'est pas un échange qui restera dans les annales de la Money League, mais quand même qui allait pour les deux DG en question. Donc si on fait un petit récapitulatif, Chum, de ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures, bien qu'on sait maintenant, tout comme dans la Ligue nationale, le deadline, ce n'est plus maintenant chose de 24 heures. C'est quelque chose souvent qui s'échelonne sur grosso modo 2 semaines, où est-ce que de plus de transactions. Tiens, rapidement, comme ça, je te mets un petit peu sous les projecteurs, mais dans les 2 dernières semaines, est-ce qu'il y a des transactions, toi, qui ont un petit peu plus attiré ton attention dans toute cette, entre guillemets, époque deadline-là, si on va un petit peu plus loin que seulement... les 24 dernières heures. On a Montréal qui a bougé dernièrement. On a été chercher de la défensive. Je pense à l'échange qu'on a eu avec les Bruins de Boston en étant chercher Nick Schultz et Mark Stewart. Je sais que ce pas des noms qui sont nécessairement sexy, mais c'est des défenseurs qui sont défensifs et disciplinés. Donc ça aide beaucoup. Moi, Montréal a beaucoup bougé. Je pense entre autres également à l'échange de Derek McKenzie qu'on a été chercher. C'est capitaine des Panthers de la Floride de l'NH. Tout le monde s'est demandé, mais c'est qui ça, Derek McKenzie? Ben, c'est un excellent attaquant défensif. Donc ça aussi, c'est très bon. Et on avait été chercher de Montréal il y a peut-être 2 semaines, oui, le 16 janvier, avec Vancouver. On a été chercher Michael Barker, comme dirait notre ami Ben, et un choix de 3e tour contre Mike Matheson, c'est un autre joueur de la Floride que j'aime bien. Un petit gars de chez nous d'ailleurs, c'est Matheson, et Matt Beleskey. Donc ça aussi, j'avais bien aimé les 3 échanges de Montréal. On a échangé également entre Columbus et Los Angeles, qui a amené Andrés Sekera et 3 choix au repêchage contre Zach Bogosian. Ça a été un échange qui est quand même, on peut se souvenir de cela. San Jose avait fait un échange avec Colorado. Jason Demers s'est rendu un Shark. C'est quand même un échange qui est considérable. Je pense également à Colorado qui a envoyé Jordan Eberle en retour de Semyon Varlamov et Kevin Fiala. Moi, j'aime beaucoup Fiala. Varlamov, on verra ce qui se passera avec lui. C'est sûr que tout est difficile au Colorado dans la Ligue nationale. Donc, je dirais que ce sont des échanges quand même majeurs. On a également Anton Strawman, qui ça faisait plus de 2 ans qu'on le voyait comme étant un joueur ciblé des Yotes à échanger, qui est parti contre 3 joueurs, dont Reinhardt, Pumple et Clenderning. Donc, ça, c'est des échanges également qui ont passé quand même intéressants. Alec Martinez, qui est allé de Chicago, lui qui était un Blues. Donc, honnêtement, je peux dire que si j'ai une étoile à donner, pas nécessairement pour aujourd'hui même, mais pour cette année. Et pour le dernier mois, mais je vais y aller pour cette année. Je donnerais ça à nos 2 petits nouveaux. Saint-Louis et Colorado. Chapeau, les gars, parce que je m'attendais vraiment pas à avoir 2 aussi bons DG entrer en poste. Et je trouve ça très motivant. Ça nous force à nous challenger, à devenir meilleur qu'on l'est actuellement, plus renseigné. Donc vraiment, c'était deux franchises vraiment là qui ont été brûlées plus souvent qu'à leur tour. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec c'était 2 faiblesses qui deviennent 2 forces. Donc pour la Ligue, je pense que c'est vraiment la grande nouvelle
Alors, super, super content de vous voir. Donc, l'échange de Martinez contre un choix de première ronde de Chicago, contre Nikita Nikitin et Brandon Gold. Donc, non, ça va bien. Là. Vraiment, on a eu, tu peux le voir, Ledge, on a eu des échanges. Peut-être pas nécessairement aujourd'hui. C'est ça, exactement. Mais il y en a eu. C'est ça. Comme je disais, même dans la Ligue nationale, c'est souvent maintenant la façon de faire. C'est pas pour rien que les émissions sont de plus en plus endormantes. Les émissions spéciales. Sur nous, c'est pas si mal. On n'a pas à meubler plusieurs heures de suite en temps direct. On ne fait que quelques segments et tout ça. Ça fait en sorte que on dit souvent n'importe quoi, mais au moins on le répète pas pendant plusieurs heures. Ça, c'est vrai. Si on y va maintenant seulement qu'avec les échanges d'aujourd'hui, il y a l'échange autour de Steve Mason, qui a été quand même un gros échange, qui a été le coup d'envoi de notre journée d'aujourd'hui. L'échange de Roman Polak également, c'est parmi les joueurs cotés. Calvin DeHaan, ça a été un joueur qui a changé d'adresse parmi les, entre guillemets, les joueurs importants. Évidemment, on en a parlé tantôt, là, mais Radulov, c'était vraiment l'échange de la soirée. Dan Amius, Tobias Sundstrom, c'est des joueurs quand même avec des noms connus qui ont changé d'adresse. Si tu avais à parler de la soirée comme telle, ou du moins de la journée comme telle, qu'est-ce que tu aurais à en dire? Est-ce qu'on veut parler de gagnant et de perdant? Allons-y. Un gagnant, pour moi, l'Avalanche Colorado. L'échange Radulov ont été chercher le maximum de la valeur. L'échange également de Morrison contre Riley Tuff, appelons-le ainsi. Encore là, on a été maximisé la valeur possible. Même si je pense pas que c'est nécessairement un mauvais échange pour la Floride, on a donné quelque chose de considérable en valeur, ça c'est clair. Donc pour moi, Colorado a respecté son plan de A à Z. Je dirais que Julien a très bien fait parce que pour moi, il y a eu un retour normal de ce qu'il aurait eu sans expansion pour ses joueurs. Donc, il n'y a aucune prime à l'expansion. Non, exactement. Donc, il n'a pas eu de perte dans son cas. Ça. Alors, pour moi, c'est un très, très, très bon boulot de sa part. Donc, pour moi, les deux gagnants, c'est Caroline et Colorado aujourd'hui. Est-ce qu'on y va avec les perdants maintenant de cette soirée? Les perdants, vous allez peut-être dire, il y a une expansion, c'est facile à dire, mais pour moi, les perdants, c'est peut-être les équipes qui avaient la chance d'aller chercher la coupe cette année et que de peur n'ont pas bougé. Moi, je vous dirais c'est ça. Mais je peux me tromper et on va dire il y a des équipes comme Buffalo qui ont déjà gagné la Coupe Stanley avec Jason Arnott et c'est à peu près tout ce qu'il y avait dans l'alignement. Donc, je peux me tromper. Mais pour moi, c'est peut-être ça. Peut-être les équipes vraiment puissantes qui n'ont pas bougé. Winnipeg, cette année, je ne vais pas le mettre perdant parce qu'ils ont été chercher la profondeur. Mais on a passé très, très, très proche de faire une grande transaction. Pas perdant, mais décevant pour les Jets parce que les Jets, cette année, c'est l'équipe la plus dominante de la Money League. Honnêtement, je ne me serais pas nécessairement attendu à ça au début de l'année. Mais l'équipe, lorsqu'on regarde les statistiques, et moi, la statistique qui est la plus révélatrice, c'est celle que je regarde toujours, c'est celle des buts pour, buts contre. Et lorsqu'on fait l'addition de ces statistiques-là, c'est là qu'on obtient le résultat. On voit que Winnipeg est à 137,59%. Ça veut donc dire que pour chaque but alloué, on embarque 1,37. Donc, c'est excessivement dominant. C'est très proche de Tampa Bay, qui est également à 1,36. Proche de Dallas à 1,35. Montréal 1,31. Mais après ça, Minnesota 1,29. Après ça, on a une débarque très, très forte, le 116, et ça descend. D'ailleurs, un fait intéressant, c'est de savoir qu'on a quand même Winnipeg, Dallas et Minnesota qui sont à plus 129 et plus. Et les trois sont dans la même division. Mm-hmm. Donc, c'est impressionnant de voir ça parce que ça montre une force véritable parce qu'on s'affronte entre nous-mêmes, là, donc très souvent, très couramment. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment surprenant. D'autant plus que dans la centrale, les autres équipes, c'est Saint-Louis, Nashville, Colorado. Il n'y a aucune équipe qui est vraiment mauvais. Oui, il y a Nashville cette année qui n'était pas fort, mais sinon, c'est une division qui est très bien balancée. Oui, c'est ça. On n'a pas une équipe qui gagne 6 matchs par année. Là. Non, c'est pas, exactement. Donc, pour moi, ces équipes-là, je me serais attendu à avoir une compétition entre eux. Peut-être qu'ils ont réalisé que, justement, ils n'ont pas besoin de ça. Tout va bien. Donc, pour moi, ça serait peut-être cet aspect-là, je dirais, le perdant. Sinon, niveau transaction, je ne pourrais pas déclarer nécessairement quelqu'un qui est perdant là, à 100%. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu te serais attendu à voir changer d'adresse et qui finalement sont demeurés bien en poste dans l'équipe actuelle? Je peux pas dire que j'avais un joueur visé. J'ai parlé de Grabner en Arizona, mais Grabner aura toute une valeur encore, sinon plus,
à la date limite, au repêchage plutôt. Donc non, pour moi, j'ai pas un joueur. Je me serais peut-être attendu à avoir un Mike Camilleri quitté ou un Dan Girardi quitté Ottawa. Ça n'a pas été le cas. J'ai hâte de voir ce que Ottawa va faire l'année prochaine. Ça fait 5 ans que je dis ça. Mais pour moi, ça, c'est une équipe que je vais surveiller assurément. Mais sinon, non, je pense que le phénomène de l'expansion aura fait en sorte que beaucoup de personnes auront adopté le statu quo. Et c'est pas nécessairement mauvais parce que ça fait des mois qu'on le prépare. Donc, les équipes ont juste suivi leur plan de match. Puis, pour le reste, en autant que les équipes sont à l'aise avec ça, moi, non, c'est bien. Parlons-en de cette fameuse expansion. Je pense que ça vaudrait la peine, comme ça, en fin d'émission, de pouvoir présenter de façon peut-être, entre guillemets, un peu plus claire, quoique c'est très, très bien expliqué malgré tout sur le forum. Mais la suite des choses, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport aux listes de protection qu'on va devoir faire au cours des prochains jours, le temps que les DG auront pour négocier avec toi concernant justement cette fameuse liste de protection? Qu'est-ce qu'il y en est de la suite des choses pour l'expansion? OK. Donc, pour la première étape, c'est de faire la liste d'expansion. Donc, soumettre sa liste de protection. Donc là, on a 2 options. 7 attaquants, 4 défenseurs, 1 gardien de but. Évidemment, les joueurs de 23 ans et moins sont automatiquement protégés. Ça, c'est tout le temps comme ça. Ou sinon, on a le 5-3-2, donc 5 attaquants, 3 défenseurs, 2 gardiens de but. On aura 2 semaines environ. Là, je vais laisser Martin pour donner exactement, mais c'est 2 semaines plus ou moins pour donner notre liste. Par la suite, il va y avoir une période qui risque d'être environ 2 semaines. Également pour parler de transactions. Maintenant, on va voir, c'est possible que la période dure un peu plus longtemps parce que peut-être qu'on voulait faire ça entre la saison régulière et les séries, faire une annonce. Mais là, ça, à ce niveau-là, on verra, c'est des détails. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez 2 semaines pour préparer votre liste de protection. Maintenant, une fois que cette liste-là va être établie, bien évidemment, moi, je vais avoir accès aux joueurs donc, qui sont exposés. C'est sûr que ça va demander beaucoup de recherche de ma part, d'analyser qu'est-ce qui est le mieux. Sauf qu'en étant une seule équipe, c'est plus simple. On n'a pas le côté compétitif de savoir qui va piger. Et là, par la suite, bien, les discussions vont arriver. Certaines équipes, par exemple, auront, je ne sais pas, beaucoup d'attaquants de qualité, pas beaucoup de défenseurs. Alors là, on peut dire, est-ce que tu peux me prendre un attaquant parce que moi, j'ai un défenseur. Ces discussions-là, je vais être ouvert à ça. Vous avez déjà mes coordonnées, mais je vais en donner plus de détails. Alors là, une fois que ça va être fait, donc, je donne un exemple. Une équipe a un joueur qui veut absolument protéger, donc l'équipe m'offre un joueur plus un choix de pêchage. Exemple, prends tel joueur, le joueur B à la place du joueur A, et je te donne un choix de 4e tour pour compenser. On a une entente qui est faite. Alors là, à ce moment-là, l'entente sera confidentielle, la même chose que la date limite des transactions. Et on aura une émission ML, c'est fort très spéciale qu'on planifie. Honnêtement, là, ne manquez pas ça. Vous allez être vraiment heureux. Je pense que ça va être un show de qualité qu'on va donner. Ça fait longtemps qu'on pense au concept. Donc, ça va être bien, ça va être différent. Alors là, on va dévoiler l'équipe. Ça, c'est pas un punch. Là. L'émission MLC Fort va dévoiler l'équipe. Alors là, c'est là que vous allez avoir les ententes. Tout va vraiment être indiqué. L'idée, c'est de ne pas faire non plus. On veut vraiment que ça soit clair. Là. OK, il y a eu tel joueur contre tel joueur, tel échange, lui a repêché ça. Donc vraiment, là, vous allez avoir une idée. Ça va vous permettre également de vous préparer pour la date limite des transactions, pour le repêchage plutôt, et les agents libres. Maintenant, pour l'expansion, exemple, si à Washington, je prends un joueur A qui était à re-signer cette année, eh bien, à ce moment-là, Vegas va le repêcher va le signer pour vous. Donc, vous n'avez pas nécessairement là, à signer ce joueur-là. Ce sera Vegas qui va le signer. Là. Donc, tant mieux si ça arrive. Si vous avez un joueur que c'était serré côté signature, puis c'est ce joueur-là que vous perdez, ben, ça va vous avantager. Donc, justement, dans la négociation, c'est ce genre de choses-là qui vont se discuter. Ça va vraiment être le moment le plus mouvementé pour l'histoire de Vegas, assurément. Donc, j'espère que ça répond à certaines interrogations que peut-être vous aviez encore. On a encore énormément de temps pour s'en jaser au fil du temps via le forum. J'espère que vous avez apprécié quand même les petits segments d'émission malgré le calme qui régnait ce soir sur notre deadline. Nous, ça a été encore une fois un plaisir d'être des vôtres pour essayer d'apporter notre plus fine analyse à tout ce qu'on va passer sur les transactions et tout ça, les rumeurs et
malgré tout. Ça a vraiment été un plaisir pour nous d'être des vôtres. J'espère que ça l'a été tout autant pour vous. Champ, je te salue bien bas pour une sixième saison déjà de MLC Fort. Comme on l'a dit, on va vous revenir plus tôt qu'à l'habitude. Cette année, il faut dire qu'on avait passé par-dessus le MLC Fort de prédiction de début d'année. Toutes nos excuses, d'ailleurs, on l'a jamais dit de façon plus officielle. Voyage de noces mêlé à tout le tralala là, de ce moment de début de saison aura fait en sorte que malheureusement on aura dû tirer notre révérence lors de cette période de la saison-là. Mais on se rattrape assurément avec l'émission spéciale qui couronnera l'équipe de Vegas avec les joueurs choisis. Et qui sait, va peut-être faire un petit peu votre bonheur, mais dans d'autres cas, vous allez pouvoir soulever votre peine au draft. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, messieurs.